Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on parle du dossier 3. En fait, aujourd'hui, on va parler principalement des forces et des propriétés des matériaux. Cette capsule va être divisée en deux parties, simplement parce qu'il y avait beaucoup de matériel dans le chapitre 3. Donc, je vais m'assurer de ne pas faire une capsule qui soit trop longue. Donc, on parle vraiment des matériaux aujourd'hui. La première chose que je veux voir avec vous, c'est les différentes forces qui peuvent s'appliquer sur les matériaux. Ça va avoir une importance au niveau des matériaux, du type de matériaux qu'on va utiliser. Donc d'abord, la première force que je veux voir avec vous, c'est la force de compression. Donc par exemple, qui s'applique sur les piliers de mon pont, où je vais vraiment écraser ma matière. Donc à ce moment-là, je vais utiliser le symbole que vous voyez pour illustrer mes forces de compression. Deuxième force que je vais pouvoir avoir, ben, si je parle par exemple au niveau de mes câbles qui sont sur mon pont suspendu, et bien à ce moment-là, je vais étirer mes câbles, je vais vouloir étirer mes câbles. Donc à ce moment-là, on va parler de la force de tension ou de traction si vous préférez. Finalement, la dernière force qu'on va voir aujourd'hui, c'est la force de torsion. C'est quand on va tordre un objet et par exemple, quand le camion va passer, eh bien, je vais avoir une force qui est seulement sur un côté du pont, mais pas sur l'autre. Donc, c'est comme si je tordais mon pont et à ce moment-là, je vais avoir cette force-là qui va être appliquée. Vous allez avoir d'autres forces qui sont aussi possibles à appliquer, le cisaillement par exemple, mais ça va être le type de force que vous allez voir davantage en SCT 4063. Maintenant, quand vous allez vouloir choisir vos matériaux pour faire un objet technique, eh bien, il y a il y a différentes propriétés que je vais devoir évaluer. La première chose, c'est la propriété de la dureté. Donc, la dureté, c'est la propriété à ne pas se percer et à ne pas être rayé. Donc, vous avez, par exemple, le bouclier qui va servir à ça. Ensuite, l'élasticité, la capacité à on peut penser autant à des ressorts que à un bâton de hockey, par exemple, que je vais vouloir qu'il reprenne sa force après un lancer frappé. Quand on parle de la résilience, c'est la propriété de ne pas se briser lorsqu'il subit. Donc, on peut penser, par exemple, à un pare-choc de voiture, dont l'objectif est évidemment qu'il ne se brise pas nécessairement. Au niveau de la ductilité, donc c'est la propriété à être pouvoir en faire un fil. La malléabilité, on peut se courber, on peut aussi en faire des feuilles, donc on peut le plier et on peut en faire des feuilles. Donc on peut penser au papier d'aluminium. La rigidité, c'est la propriété à garder sa forme lorsqu'il subit. Donc on peut parler à un mur, par exemple, à du béton armé. Évidemment, on peut penser au pont parce qu'on ne veut pas que le pont se bouge au moment où est-ce qu'il subit des forces parce que ça risque de faire valser les voitures sur le pont. La résistance à la corrosion, on parle évidemment de pas. Et au niveau de la conductibilité, il y a deux types de conductibilité qui vont nous intéresser, la conductibilité électrique et la conductibilité thermique. Donc la capacité à conduire l'électricité ou la capacité à conduire la chaleur. Évidemment, ça va être que ce soit aussi bien au niveau des fils pour la conductibilité électrique qu'au niveau de la chaleur pour des chaudrons, par exemple. Donc maintenant qu'on a vu les différentes caractéristiques de mes matériaux, évaluons quel type de matériaux, donc quelle nature de matériaux je vais pouvoir utiliser dans mes constructions. Et je crois que ce ne sera une surprise pour personne si je commence par le bois. En fait, il y a beaucoup de nos objets qui sont façonnés grâce au bois ou à différents dérivés du bois. Au niveau de nos bois, ben, il en existe principalement deux types, les bois mous et les bois durs. Quand on parle des bois mous, on parle principalement des conifères, donc le pin et le cèdre, qui vont être plus légers. On va pouvoir les utiliser, par exemple, pour faire des structures de bâtiments assez facilement. Au niveau des bois durs maintenant, eh bien, je vais avoir des bois qui vont être moins malléables, ce qui veut dire qu'ils vont moins plier. Par contre, ça va être des bois qui vont avoir une résistance à l'usure beaucoup plus grande. Donc, on parle ici de l'érable, du chêne, du bouleau. On va les utiliser, par exemple, pour faire des meubles ou pour faire des planchers.
Donc, je parlais des bois mous, évidemment, je parle de la malléabilité, parce qu'il va avoir une tendance à pouvoir se plier un petit peu, donc un petit peu plus bouger. Évidemment, on parle de sa résilience et de sa légèreté aussi par rapport aux bois durs qui sont beaucoup plus lourds. Quand on parle des bois durs, on va parler de la dureté, de la rigidité, résilience, résistance à l'usure. Donc, pensez vraiment à quelque chose qui est fait solide et qui est fait pour durer longtemps. Lorsqu'on parle des bois modifiés, eh bien, il y en a une panoplie. Par exemple, on peut parler des bois traités, des bois lamelés collés, des contreplaqués et des panneaux. Les panneaux, vous en avez principalement deux types, ceux qui sont faits de particules et ceux qui sont faits de fibres. Quand on parle du bois traité, ben c'est simplement du bois qu'on va traiter avec certains produits pour nous assurer qu'ils ne pourrissent pas. Donc, c'est un peu l'avantage des bois traités. On va donc les utiliser pour des travaux qui vont être à l'extérieur, comme du bois de galerie, par exemple, pour s'assurer qu'ils résistent aux intempéries de la nature. Quand on parle du bois lamelé collé, le grand avantage, c'est qu'on va pouvoir en faire des planches de grande taille sans avoir un arbre de grande taille, des dessus de table par exemple. Donc, en utilisant différentes essences de bois, on va pouvoir retrouver les propriétés de ces essences, mais l'avantage, c'est que comme je vous disais, on va pouvoir en faire une grande surface en embouffant en fait les différentes pièces. Au niveau des contreplaqués, donc on va les utiliser pour leur dureté, leur souplesse, leur solidité, leur résistance et leur faible coût. En fait, c'est ce qu'on va utiliser comme sous-plancher dans la plupart des maisons entre deux étages. Ça va être des couches de bois qui vont être les unes par-dessus les autres. C'est vraiment beaucoup utilisé en construction parce que justement, ça a un faible coût et ça fait très bien le travail. Et finalement, au niveau des panneaux. Les panneaux de particules, ça a un faible coût, mais ça vaut ce que ça coûte. Autrement dit, c'est des panneaux que c'est fait avec en fait des résidus de bois qui vont être collés les uns sur les autres. C'est des panneaux qui vont avoir tendance à pourrir très facilement, par exemple, si vous les laissez à l'eau. Mais ça coûte vraiment pas cher. Et au niveau des panneaux de fibres, là, on peut vraiment parler de résistance à l'usure. C'est aussi à faible coût. Donc, c'est des panneaux qui vont avoir des fibres beaucoup plus collées les unes sur les autres, des plus petites fibres. Donc, à ce moment-là, ça a une rigidité qui est plus grande que les panneaux de particules. On a parlé des bois, maintenant parlons des métaux. Et lorsque vous pensez métaux, vous pensez automatiquement, généralement, à fer. Mais en fait, il y a plus qu'un métaux qu'on peut utiliser. On peut parler de l'aluminium, du fer, du nickel, du zinc, de l'or, de l'argent, du cuivre, du chrome, de l'étain, du plomb, du mercure qui est liquide à température pièce, du lithium dans nos batteries, par exemple. Donc, on peut utiliser plusieurs métaux. Et on peut même les mélanger pour en faire des alliages. Donc, parlons de nos métaux. Ce qui va dicter le choix de nos métaux, évidemment, ce sont des caractéristiques et tout dépendamment du métal qu'on va utiliser, bien, il va avoir des caractéristiques différentes. Donc, quand on parle par exemple de sa légèreté, on pense tout de suite à l'aluminium. Lorsqu'on parle de la malléabilité, conductibilité électrique, conductibilité thermique, la ductilité, la température de fusion, je vous ai parlé tantôt que le mercure était liquide température pièce, bien, c'est drôlement pratique quand on veut faire un thermomètre. Donc, la résistance à la corrosion, la masse volumique, le plomb par exemple, quand on utilise du plomb, on va vouloir avoir une densité beaucoup plus élevée pour pouvoir par exemple arrêter des rayons X pour une veste de plomb. Là, on peut parler aussi du coût. Donc, ça serait le fun d'avoir nos fils électriques soient tous en or dans notre maison, mais ça coûterait un peu cher. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le cuivre. Au niveau des alliages, vous en avez principalement deux types, les ferreux et les non ferreux. Au niveau des ferreux, vous avez l'acier et la fonte. Et lorsqu'on parle de l'acier et de la fonte, la différence principalement, c'est la quantité de carbone qu'on va retrouver à l'intérieur de l'alliage. Donc, au niveau de l'acier, vous avez comme caractéristique qui justifie l'utilisation de l'acier. Évidemment, vous avez sa dureté, sa résilience, sa malléabilité, sa ductilité et sa résistance à la corrosion. C'est ce qui fait que l'âge de l'acier lorsque l'acier a remplacé le fer au niveau de la construction de nos objets, eh bien, ça a carrément changé l'histoire.
Lorsqu'on parle de la fonte maintenant, la fonte, on va l'utiliser pour sa dureté, mais surtout pour sa conductibilité thermique. Évidemment, la fonte, c'est ce qu'on va utiliser principalement on va utiliser ça principalement, c'est-à-dire dans des appareils de cuisson. Lorsqu'on parle des alliages non ferreux, on peut parler par exemple du laiton, du bronze ou des différents alliages à base d'aluminium, parce qu'il y en a vraiment plusieurs à base d'aluminium. Donc, quand on parle du laiton, on peut parler principalement de sa conductibilité électrique, mais aussi de sa résistance à la corrosion et de sa malléabilité. Lorsqu'on parle du bronze, vous pouvez penser par exemple aux médailles de bronze olympiques ou vous pouvez aussi penser aux grandes cloches de bronze dans les églises. Donc, on va parler de sa grande masse volumique, de sa résistance à la corrosion et de sa malléabilité. Et finalement, les alliages à base d'aluminium, évidemment, on a de l'aluminium, donc vous vous doutez que sa faible masse volumique va avoir une importance capitale. On peut parler aussi de sa résistance à la corrosion et de sa malléabilité. Dites-vous bien que ce sont simplement certains alliages que je vous présente ici, mais il y en a beaucoup plus que je ne vous ai pas présentés. Par exemple, les dames vont connaître l'or blanc. Donc, l'or blanc, c'est aussi un alliage. Donc, ce qu'on va faire quand on va former les alliages, c'est vraiment utiliser différents métaux pour ajouter des propriétés souhaitées à un matériau qui a déjà des propriétés intéressantes. Donc, c'est la raison pourquoi on procède aux alliages. Finalement, dernier métaux qu'on va voir ensemble, ce sont les thermoplastiques. Donc, l'ensemble des différents thermoplastiques, il y en a plusieurs qu'on va voir ensemble. Et je vais leur attribuer des cotes. Donc, vous voyez ici les chiffres de 1 à 6. En fait, ce que vous voyez sur les contenants quand vous utilisez vos plastiques, ce sont vraiment les cotes que vous voyez à l'écran présentement. Donc, tout dépendamment de cette cote-là, vous allez pouvoir avoir des matériaux qui vont être recyclables ou non, ou qui vont avoir des propriétés vraiment différentes. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire avec les plastiques. Donc, quand vous parlez du plastique 1, de tous les types 1, en fait, on peut parler de la résistance au choc, de l'insensibilité au gaz et à l'humidité, et de la résistance à la chaleur. C'est les plastiques que vous allez retrouver principalement dans les bouteilles pour les sportifs, les contenants de beurre d'arachide, par exemple, donc ce genre de choses-là. Au niveau des plastiques 3, évidemment, on va parler, ce sont des plastiques qui vont être plus durs et qui vont avoir une résistance à la pénétration de nombreux produits chimiques. On peut les voir, par exemple, c'est les PVC, en fait, qu'on utilise dans cette catégorie-là. On va les retrouver dans les tubes de médicaments, dans certains meubles à patio ou dans certains matériaux de construction, des raccords, des tuyaux de plomberie, par exemple. Au niveau des 2 et 4, on les voit ensemble en fait parce qu'ils se ressemblent un peu. Donc, ce sont des matériaux qui vont être flexibles, faciles à couper, faciles à modeler aussi. Donc, ils sont insensibles à l'humidité, ce qui leur donne vraiment des propriétés intéressantes. Et là, vous avez vraiment toute la panoplie des matériaux qu'on utilise pour l'emballage des aliments, les sacs poubelles, les sacs d'épicerie, ce genre de choses-là, et aussi les bouteilles compressibles, donc les bouteilles de savon ou les bouteilles de moutarde qu'on peut écraser pour pouvoir vider. Tout ça, c'est fait à base de plastique 2 et 4. Les 5 maintenant, ça va être des matériaux qui ont une résistance à la chaleur, une résilience, une résistance à la pénétration des huiles et des graisses et une certaine imperméabilité. On va les utiliser dans certains contenants comme la margarine et le yogourt, certaines bouteilles d'eau, aussi pour certains pare-chocs de voiture. Et finalement, le polystyrène, le fameux 6. Donc, ça va être un matériel qu'on va utiliser principalement parce que c'est un très bon isolant.
Les polyamides, donc vous allez les retrouver, dans le fond, ça va être des plastiques qui vont être élastiques et absorbants. Donc vous les retrouvez par exemple dans le nylon, dans les textiles par exemple. Et finalement, les polyméthacrylates de méthyle. Donc ça va être des plastiques extrêmement rigides qu'on va utiliser dans les prothèses dentaires par exemple ou dans les enseignes. Ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui sont rouges présentement à l'écran sont des matériaux qui ne sont pas admis dans les bacs de recyclage. Je vous ai parlé du recyclage, eh bien parlons-en un petit peu plus. En fait, je compte faire une capsule éventuellement qui porte strictement sur le recyclage pour vous montrer comment recycler vos différents matériaux. Mais pour l'instant, on va juste ouvrir un peu le sujet en parlant des différents plastiques. Donc, les plastiques de type 1. Donc, on parlait des bouteilles et des contenants de beurre d'arachide. Ce sont des plastiques qui sont parfaitement recyclables, donc on va pouvoir les recycler assez facilement. Par contre, ce sont des plastiques qui, une fois chauffés, pour la santé, pas super. Donc, faites vraiment attention à ça, parce qu'on peut se retrouver à avoir des particules de plastique qui se retrouvent dans la nourriture, et donc c'est pas bon pour la santé. Lorsqu'on parle des plastiques 2, eh bien ça, on parle des plastiques qu'on peut utiliser autant pour notre vaisselle que pour sans avoir peur après, parce qu'on va pouvoir les recycler parfaitement, donc sont très facilement recyclables. Lorsqu'on parle des plastiques 3, c'est tout à fait le contraire. Au niveau des PVC, prenez pas des assiettes de PVC, c'est pas une bonne idée. En fait, ce sont des matériaux qui vont avoir tendance justement à laisser des résidus à l'intérieur de la nourriture qui peuvent être potentiellement cancérigènes, donc pas une bonne idée. Et en plus, c'est pas recyclable. En fait, les bacs vont les récupérer quand même. Vous pouvez les mettre au bac de recyclage, mais il y en a une très grande partie qui ne seront pas recyclables pour la simple et bonne raison que ça contient beaucoup trop d'additifs à l'intérieur. Lorsque vous parlez des plastiques 4, donc c'est des plastiques qui sont très bons pour votre santé. Donc, très bons pour votre santé, évidemment, mangez-les pas, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça va être des plastiques que vous pouvez utiliser au niveau de vos contenants. Par contre, ce sont des plastiques qui sont plus difficiles à recycler, encore une fois, parce qu'ils contiennent beaucoup d'additifs. Au niveau des plastiques 5, pas de problème à ce moment-là, autant pour les contenants, autant pour la santé que pour le recyclage. C'est parfaitement recyclable et ça ne laisse pas de résidus à l'intérieur de votre nourriture. Et au niveau des 6, en fait, les 6, c'est un peu particulier. Premièrement, le problème avec les polystyrènes, c'est que c'est des matières qui sont à peu près non recyclables. Je dis à peu près parce que certains éco-centres vont les accepter et vont les retravailler. Par contre, dans plusieurs municipalités, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des matériaux qui vont se retrouver directement au dépotoir. La deuxième chose, c'est que, étrangement, on les utilise pour des verres à café, par exemple, et aussi dans certains cas pour des cafétérias où est-ce qu'on met de la nourriture chaude dedans. Mais le problème, c'est qu'avec des très hautes températures, ils vont avoir tendance à fondre. Donc, si vous voyez que votre verre ou votre contenant a changé de forme, eh bien, dites-vous que si ça a changé de forme, où s'est retrouvée cette matière-là? C'est potentiellement retrouvé à l'intérieur de votre nourriture et donc vous l'avez absorbé, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, c'est des matériaux qui sont vraiment à éviter. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez surtout pas la partie 2 de cette capsule où nous parlerons des différentes fonctions des composantes de nos appareils. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.